Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan de lecture du mois d'août. Donc, j'ai lu à peu près, je pense, 16 bouquins. Il y a de la lecture jeunesse, il y a de tout, il y a quelques genres un peu différents. Et vous allez voir, je vais en parler là maintenant. J'ai lu en version papier, en version numérique et aussi 2 audiobooks si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti, allons-y directement. Et si on commençait par la catégorie des thrillers, du polar, des cozy mystery, j'en ai lu quelques-uns. Le premier que j'ai lu, c'est Amstramgram, donc de M.J. Alridge. Non, j'arrive jamais à le dire. C'est Amstramgram, donc ça va, de M.J. Arledge. Arledge. Faut que j'y arrive. Et publié chez les Escales Noires. Et donc c'est un bouquin que j'avais dans ma palle depuis un bon bout de temps, depuis l'année dernière, si ce n'est pas plus. On parle de 2 personnes qui ont été enlevées et séquestrées dans une piscine et dont il est impossible de s'échapper. Et en fait, à côté d'eux, il y a un pistolet qui est chargé, mais il y a une seule balle. Et un téléphone aussi. Et donc la personne qui est au bout du téléphone leur dit si vous voulez vous échapper, en tout cas si vous voulez sortir de là, il faut qu'il y en ait un qui se dévoue et qui tue l'autre. C'est la seule solution pour partir de cet endroit. Et donc ça veut dire que forcément l'un des deux va rester en vie et l'autre va mourir. Donc imaginez la conscience, déjà de se dire je vais tuer quelqu'un pour pouvoir m'en sortir et finalement qu'est-ce qui va se passer après, les conséquences psychologiques et autres, ça doit être un truc de dingue. Et donc en lisant cette 4e de couverture, je me disais mais ça doit être un truc de fou. Je l'ai acheté à même pas 3 €, donc chez Nose, je pense, ils font vraiment des bonnes offres parfois. Et ce livre-là, je l'ai lu en lecture commune avec d'autres personnes. Il faut savoir en fait que la policière de ce bouquin, on la retrouve dans d'autres tomes par la suite. Donc apparemment, il y en a une dizaine. Et celui-ci, ce serait le premier. Donc là, je sais qu'au mois d'octobre ou novembre, si je me trompe pas, je vais lire le tome 2, entre guillemets. Donc en suivant toujours en fait cette policière Hélène, si je me trompe pas, Helen Grace. Je pense que les livres peuvent se lire indépendamment, on n'est pas obligé de suivre l'histoire en fait de la policière, c'est vraiment une histoire dans un bouquin, en tout cas la résolution de l'énigme autour de ces séquestrations, ces enlèvements, elle a vraiment eu lieu dans ce bouquin, donc j'imagine que peut-être chaque tome a son histoire et c'est juste l'évolution des personnages peut-être qui évoluent au fur et à mesure des tomes. En tout cas, c'était vraiment une belle lecture. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez des choses qui sont prenantes, haletantes, c'est pas trop dégoûtant niveau les choses difficiles à voir dans un thriller, forcément. Il y a des trucs bien pires, franchement, je trouve. Au niveau psychologie, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, ça se lit super vite. Et oui, un des points vraiment positifs du bouquin, c'est le fait que les chapitres soient vraiment courts. Ils durent 2-3 pages, peut-être maximum 5 pages. C'est très rythmé, très dynamique. Donc franchement, à lire si vous aimez ce genre de bouquin. Ensuite, j'ai lu Une invitée particulière, qui a été écrit par Nell Lamar et publié aux éditions City. Donc pareil, c'est un thriller. Il est sorti il y a pas longtemps, je pense que c'était l'année dernière. Et il y a eu un gros engouement sur ce bouquin-là. Donc bon, moi j'ai vu la couverture, ça m'a super intriguée parce que j'aime quand les couvertures me parlent. Elles sont, c'est simple, mais pourtant on voit la clé ici, une invitée particulière. Là en dessous il écrit elle vit chez vous dans votre maison mais savez-vous vraiment pourquoi. Ce sont vraiment autant d'éléments qui me poussent plutôt à aller voir c'est quoi ce bouquin, j'ai envie de le lire. Quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a vraiment plu. On y parle d'une jeune fille, Tania, qui est blonde, d'une silhouette élancée et qui va faire un programme d'échange. Donc dans ce cadre d'échange, elle vient d'Angleterre, elle va aller emménager dans une famille américaine. Et il faut savoir que dans la famille américaine, il y a Nathalie la mère qui a perdu sa fille Annabelle il y a 2 ans. Et sa fille est née, et donc elle est encore un peu dans ce deuil, dans cette période de vie où c'est vraiment dur encore à encaisser. Elle a 2 autres enfants. Et donc, en fait, Nathalie va un peu prendre cette fille comme sa fille qui a disparu et elle va retrouver des points similaires. Déjà, elle va dormir dans la même chambre, elle va mettre les mêmes habits, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va trouver des choses vraiment bizarres. La relation entre, justement, Nathalie et cette fille elle sera un petit peu ambiguë. Ses 2 autres enfants, ils ne la supportent pas forcément, ils repèrent des choses qui sont assez étranges, ils se posent des questions sur elle, il y a des non-dits, il y a des choses floues sur elle, et ça va s'amplifier au fur et à mesure de l'histoire, et on va apprendre pas mal de choses sur la vie de chacun. On voit que chaque personne de la famille a ses propres secrets qui n'ont pas forcément été dits aux uns et aux autres. On va voir que dans le couple, tout n'est pas rose non plus. Et c'est pareil, c'est une histoire qui est vraiment très prenante aussi, avec des chapitres assez courts. Et ce qui est bien aussi, c'est que chaque chapitre, on passe à un personnage différent de la famille. Et
écrit, il me semble, à la première personne du singulier. Donc, on est en fait, ouais, c'est ça, on est dans les pensées de chacun. Et ça permet vraiment de pouvoir avoir une vision claire de la situation. Et ouais, c'était super prenant. On sait pas tout de suite. On essaye de détecter des choses dans les non-dits, dans les choses, enfin, dans le suspense. C'est vraiment ouais, du suspense. Et j'ai bien aimé ma lecture. Franchement, c'était super sympa. Il y a des choses auxquelles je m'y attendais pas. D'autres, je me posais des questions. J'étais un peu dans le doute. Donc c'est bien. J'ai quand même eu des bonnes intuitions parfois. Et je l'ai lu aussi en lecture commune, donc c'était sympa de pouvoir partager les uns avec les autres un peu nos intuitions, tout ce qu'on pensait du bouquin. L'écriture est fluide, c'est un langage simple, franchement, ça se lit facilement. C'est un thriller, mais assez léger finalement au niveau des choses. Il n'y a pas trop vraiment de violence, de sang, ce genre de choses. On n'est pas là-dedans, c'est plutôt un thriller plus vers la psychologie. Moi, j'aurais dit c'est un peu un thriller entre guillemets je sais pas comment le qualifier, mais ça, enfin, on n'a pas des grosses peurs, des frayeurs, ce genre de choses. C'est pas ça qu'on va chercher en lisant ce bouquin. Et ensuite, j'ai lu Un meurtre absolument splendide de Julia Cease et publié aux éditions du Masque. Et franchement, c'était une belle découverte. Alors ici, on est dans un... Alors déjà, les bouquins, l'objet livre, c'est ce qui m'a plu dès le départ lorsque je suis allée en librairie. Lorsque j'ai regardé le titre, la quatrième, le résumé, et j'ai vu qu'il était écrit le phénomène à ne pas rater pour tous les fans de Jane Austen et d'Agatha Christie. Moi, je suis un peu une fan de Jane Austen, en tout cas, j'essaie de lire tous ses bouquins, je ne l'ai pas encore fait, mais je les ai tous à la maison. Et j'aime énormément l'écriture de Jane Austen, ce qu'elle raconte, tout ça. Et en fait, il était écrit au-dessus romance plus mystère égale romancerie. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mon book haul d'ailleurs. Et ça m'a vraiment percuté. Je me suis dit, mais bien, qu'est-ce que ça va être en fait? Et c'était super bien comme lecture. Je vais vous lire la quatrième de couverture et après je vais vous dire un peu comment j'ai lu, comment j'ai ressenti ma lecture. Selon le code très strict qui régit Swampshire, la fougueuse Béatrice Steele ne possède aucune des qualités attendues d'une dame respectable. Pire encore, elle cultive un goût pour les enquêtes criminelles. Un penchant qui pourrait ruiner sa famille si quiconque le découvrait. Alors, quand Edmund Croxworth, l'invité de marque du bal d'automne, tomberait de mort au beau milieu d'un menuet, laissant les invités enfermés dans le manoir avec son assassin, Béatrice ne sait trop si elle doit se réjouir ou s'affoler. Car le seul enquêteur disponible étant un détective londonien en disgrâce, c'est elle que les convives missionnent pour l'assister. Si elle veut rendre justice, Béatrice devra démêler les secrets de ses amis des pièges de l'assassin. Y parviendra-t-elle à temps pour éviter un second meurtre? J'ai bien aimé ma lecture. Alors déjà, le style de l'autrice était super. On est un peu comme dans un cozy mystery. Il y a une petite pointe d'humour, il y a du sérieux forcément parce qu'il se passe un meurtre et il faut résoudre une enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu dans une ambiance à la Jane Austen où on a un bal qui va avoir lieu. Donc des personnes sont conviées là-bas. Forcément, c'est un peu des personnes qui sont du même rang social. Et c'est un peu un gros jeu d'apparence. Les filles sont là pour trouver un homme, pour pouvoir se marier. Et là, donc, on parle beaucoup de Béatrice, donc, qui est l'aînée de la famille Steele et qui n'a toujours pas trouvé de futur mari. En revanche, sa sœur cadette, donc, elles sont trois, qui est au milieu entre les trois, est très jolie, bien plus jolie qu'elle, et elle a quand même des aspirants, dont ce monsieur Croxworth qui va arriver et qui est très riche, qui est vraiment un bon parti en fait, il faut essayer de l'amadouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce bal, et ça je ne spoil pas du tout, monsieur Croxworth va mourir. Donc, on est ici dans un huis clos puisque tout se passe à l'intérieur du manoir de la famille Ashbourne, si je ne me trompe pas, qui a invité toutes ces personnes-là pour ce bal. Et donc le meurtre va devoir être élucidé sans faire appel à la police, sans faire appel à l'extérieur, parce qu'en fait, il faut savoir que il y a un gros orage et c'est impossible, presque impossible de sortir dehors, il y a des gros grêlons, c'est vraiment horrible, on ne peut pas aller chercher d'aide. Un des invités est un ancien policier qui est un petit peu en disgrâce, qui n'a pas été très bien vu par son partenaire, donc qui d'ailleurs s'est séparé de lui. Donc les gens ne lui font pas forcément confiance, et d'ailleurs de toute façon ils ne le connaissent pas forcément. Sauf cette Béatrice, parce que en cachette, elle suit les enquêtes policières alors qu'elle n'a pas droit. Faut savoir qu'en fait dans cette partie d'Angleterre, ils doivent suivre des règles de bienséance, un peu comme partout, hein. Et dans ces règles, les femmes n'ont pas le droit d'aller lire les faits divers dans les journaux, ce qu'elle fait. Donc elle ne le dit pas, c'est un secret. Et en fait, elle a vraiment un don pour ça, un don pour analyser les choses et pour découvrir un peu ce qui se passe et
à chaque fois, elle entretient une correspondance avec le fameux détective de Londres, qui ne lui répond pas, mais en tout cas, elle lui envoie beaucoup de courriers sur les affaires qu'il a en cours, et elle dit « Ah, moi j'ai repéré ça, ça, ça », en fait, elle essaye de l'aider à résoudre à chaque fois ses affaires. Franchement, l'histoire est bien ficelée, et donc là, elle va devoir faire un peu un duo, donc avec ce flic en disgrâce, qui est là dans ce fameux manoir pour le bal, et ils vont devoir essayer de travailler un peu ensemble pour essayer de découvrir le meurtrier. Donc c'est pas facile parce qu'il y a des quiproquos, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des mensonges, il y a beaucoup d'apparences en fait qui sont trompeuses chez les personnes présentes dans ce bal. Donc il va y avoir pas mal de retournements de situation et franchement je me suis pas du tout ennuyée, c'était une très très bonne lecture. Ce qui est vraiment sympa aussi dans l'histoire, c'est le fait que à chaque fin de chapitre, il y a par exemple une lettre d'un personnage de l'histoire qui envoie à un autre et ça permet en fait au fur et à mesure on a des petits éléments qui arrivent en plus de l'histoire qui se passe, qui est en cours en fait et qui nous révèlent des choses sur certains personnages qu'on ne savait pas. Il y a aussi un des personnages qui est présent à ce bal, qui est une femme et qui aime bien écrire des pièces de théâtre, mais tout le monde s'en fiche en fait. Et à chaque fois, on a un petit extrait d'une pièce de théâtre de Helen Bolton, c'est cette femme-là, qui en fait retranscrit les conversations que le flic a avec chacun des personnages de l'histoire. Et elle le fait un petit peu, elle l'écrit un peu sous forme de théâtre, donc je trouve ça assez sympa. C'est bien fait. Et puis à la fin du bouquin, vous avez aussi un descriptif, donc des règles de bienséance que les femmes doivent suivre à cette époque-là, là-bas, et aussi des recettes qui ont été ajoutées et dont on a peut-être parlé dans l'histoire. Donc c'est sympa. Aussi les règles du jeu du whist, dont on parle dans l'histoire. Donc j'ai bien aimé ces petits détails à la fin du bouquin. Alors, franchement, c'est une bonne histoire à découvrir. Si jamais vous aimez un peu le genre des cozy mystery, on est vraiment un peu là-dedans, je trouve. Et les personnages sont attachants, en tout cas moi je m'y suis attachée, j'ai bien aimé les petites histoires cachées entre certains personnages, des petites romances par-ci par-là, enfin, c'était vraiment bien, je regrette pas du tout d'avoir suivi mon instinct en voyant cette belle couverture, en lisant cette quatrième, ce résumé, parce que j'ai bien aimé, et s'il y a des suites, en tout cas je pense que je suivrai un peu cette autrice pour voir si elle fait d'autres bouquins de ce style-là parce que ça m'a vraiment parlé, c'est ce que j'aime. C'est fini pour les polars, thrillers, cozy mystery. Allez, on passe au contemporain, historique, essai et feel good. J'ai tout mis ça dans la même catégorie parce que parfois je trouve qu'on peut aller dans plusieurs genres différents sur certains de ces bouquins et ils se regroupent en fait. On va partir premièrement avec La couleur des sentiments qui est écrit par Catherine Stockett et qui était, il me semble, aux éditions Actes Sud. Alors c'est une belle bricasse qui fait environ 500 pages, je pense c'est ça, oui, 520 et quelques. J'avais parlé de ce bouquin-là dans une vidéo que vous pourrez aller voir là-bas, c'est sur les femmes qui ont eu un impact dans la littérature. Donc Catherine Stockett, j'en ai parlé parce qu'en fait c'est une blanche aux États-Unis et qui en fait c'est une autrice américaine qui a parlé de tout ce qui est esclavage ou ségrégation, parce que l'esclavage c'était avant la ségrégation raciale, donc les noirs, les blancs aux États-Unis, et ce bouquin c'est exactement le thème qui est abordé en fait. Et franchement, je l'ai lu aussi en lecture commune. Qu'est-ce que je l'ai dévoré. La plume de l'autrice, elle est magnifique, c'est écrit bien, c'est pas compliqué, c'est simple. Et pareil, on a des chapitres qui sont pas très longs, il me semble. Ça va encore. Et en fait, pareil, dans chaque chapitre, on va avoir le point de vue d'un personnage. Donc chaque chapitre, c'est un personnage qui va donner son point de vue et donc ça va aider mieux, je trouve, à la compréhension du bouquin. Et d'ailleurs, c'est bien, je trouve, de changer de point de vue. J'aime bien les livres qui sont écrits à la première personne, finalement, parce que justement, ça permet d'avoir ce point de vue des personnages, on est plus proche d'eux en général. Et c'est vraiment sympa. Et pour ce bouquin-là, je pense que ça marchait vraiment super bien d'être dans la tête de ces gens-là, en fait, de savoir comment ils pensent. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce bouquin? Je vais vous lire la quatrième et ensuite je vous donne un peu mon ressenti, que je vous ai un peu là déjà donné, mais bon. Chez les Blancs de Jackson, au Mississippi, ce sont les Noirs qui font le ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En 40 ans de service, Ebeline a appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre état comme Constantine, qu'on n'a plus revu ici depuis, que, pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. Mais Skillet, la fille des Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 22 ans,
est partie sans même lui laisser un mot. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié, moins encore la tolérerait. Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leur destin et en grand secret écrire une histoire bouleversante. Pour pas spoiler, c'est bien que je l'ai relu. Donc oui, Skeeter, donc une fille blanche dans une famille assez bourgeoise, a été élevée donc par sa bonne noire. Donc bien sûr, il y avait ses parents, mais c'est la bonne qui faisait un peu tout, hein, comme je le disais, le ménage, la cuisine et qui éduquait aussi les enfants. Forcément, les enfants, ils s'attachaient aux bonnes, même si elles étaient noires. Et de toute façon, au départ, les enfants, ils comprennent pas pourquoi il y a une différence entre les noirs et les blancs. C'est plus par la suite, parce que les parents, forcément, les influencent dans ce sens-là et disent beaucoup de choses qui font que, il y a une certaine distance qui se crée au fur et à mesure. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait le fait que Skeeter, elle comprend pas pourquoi la bonne est partie. Sa mère lui a donné des raisons, mais elle sait qu'elle a menti. Et en fait, elle va vouloir chercher ces raisons pour lesquelles elle lui a menti, et elle veut savoir exactement pourquoi sa bonne est partie. Et elle va se rendre compte de plein de choses qui se passent en fait dans les coulisses qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a pas forcément vues, ou en tout cas elle ne s'est pas rendue compte de ces choses-là, elle ne les voyait pas, et surtout en tant qu'enfant plus jeune, on ne voit pas tout ça. Et va commencer à discuter avec certaines bonnes, mais un peu dans le secret, parce qu'en fait, normalement, les noirs et les blancs ne se côtoient pas, à part au niveau du fait de maître à servante, servant. Et du coup, elle va établir un lien avec une bonne, puis plusieurs, pour écrire un bouquin sur la condition des bonnes à cette époque-là. Et il faut savoir qu'elle pouvait être maltraitée, harcelée, mise en prison, et surtout les Noirs, ils pouvaient être maltraités bien plus parce que la justice, elle n'avait pas forcément dans le bon sens avec les Noirs, elle était beaucoup plus dure avec eux. Donc c'était vraiment un livre très 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 intéressant. Je sais, je dis tout le temps ce mot-là, désolée, mais c'est ce qui me sort le premier de ma bouche. Percutant, ça m'a vraiment touchée. Je sais que toutes ces choses-là ont existé, mais c'est vrai que quand on n'a pas vécu là-dedans, bien un peu comme quand on lit les livres sur la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, ce genre de choses, les Juifs, ça fait vraiment drôle de s'imaginer en fait que ces choses-là, ces choses terribles, douloureuses, vraiment des situations on n'imaginerait pas qu'un humain puisse faire en fait, aient pu avoir lieu, et pourtant c'est vrai. Et le fait d'avoir écrit ce bouquin, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de mettre en lumière en fait des choses qui étaient cachées, ou en tout cas qui étaient mises sur le côté et qui étaient tabous, qu'il fallait pas en parler parce que sinon il pouvait avoir des sacrées représailles. Donc j'ai bien aimé la façon dont ce bouquin a été écrit. C'est un genre de bouquin qui me plairait encore de lire. C'est un sujet qui me bouleverse quand même et qui me parle pas mal, même si je suis pas du tout là-dedans, c'est pas du tout ma situation de vie et je la vivrai jamais. Parce que moi je suis une blanche déjà, mais ça m'intéresserait de lire d'autres bouquins de ce genre-là, parce que il y a plein de choses qu'on sait pas, les relations humaines, tout ça, et je trouve on doit tous être égaux et on a tous des valeurs, on a tous une identité propre, on est tous importants, et qu'on soit blanc, rouge, noir, jaune, qu'on soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle couche sociale, on est tous quelqu'un et on doit tous être égaux, en tout cas en tant que personne. Et ce type de bouquin, c'est vraiment bien parce que ça nous remet peut-être les idées en place aussi parfois. Et ça peut vraiment prévenir en fait de choses mauvaises. Donc je vous encourage vraiment à le lire. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment vraiment un livre à lire. Et vraiment, c'est pas pompeux du tout. En fait, c'est vraiment, c'est une fiction. Hein. C'est narré comme une histoire. Donc on apprend des choses, mais sous forme d'une histoire. Et c'est vraiment, vraiment super instructif. Alors, un bouquin dont j'ai entendu parler énormément, et donc forcément ça m'a titillé. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je le lise, parce que si tout le monde l'aime autant, et il y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient que c'était un coup de cœur, eh bien, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de bien à lire dans ce bouquin. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa DaCosta. Alors moi, faut savoir que j'ai lu le dernier roman qu'elle avait sorti, Les femmes du bout du monde, quelque chose comme ça. Quand il était sorti, je l'avais pris parce que justement, tout le monde faisait parler en bien de cette autrice et notamment de ce titre-là. Je me suis dit, à mon avis, ces bouquins sont top. Donc j'ai lu Les femmes du bout du monde. Je l'ai pas super bien aimé. Les thèmes qui étaient évoqués dans le roman n'étaient pas forcément des thèmes qui me parlent à moi. Donc je suis un peu ennuyée.
Une des choses que j'ai préférées dans ce bouquin d'ailleurs, c'était vraiment plutôt la description des paysages, le fait que ça se passe en Nouvelle-Zélande. Mais honnêtement, le reste, ça m'a pas trop parlé, donc j'étais un peu déçue. Et j'étais un peu sur une retenue pour savoir s'il fallait que je lise celui-ci ou pas, parce que forcément, quand on a déjà un sentiment un petit peu négatif, en tout cas pas le meilleur des sentiments sur une autrice ou sur l'histoire qu'on a lue, on n'a pas forcément envie d'aller lire les autres bouquins. Et en plus, celui-là, c'est un petit peu un pavé. Mais bon, j'ai su l'avoir vraiment pas grand-chose d'occasion. Donc je l'ai acheté. Et l'histoire est totalement différente donc, des femmes du bout du monde. Donc là, ici, on est dans une histoire en fait où on a Émile, qui est un jeune homme de 26 ans et qui est condamné par un Alzheimer précoce. Il en a marre en fait d'être trop pouponné et trop couvé par sa famille et sa famille veut qu'il suive un traitement pour... alors pas qu'il ne le guérira pas, qui peut aider à comprendre mieux cette maladie et peut-être trouver des traitements pour des personnes par la suite pour soulager en tout cas premièrement et peut-être un jour guérir, qui sait. Mais lui, il en peut plus, en fait, il se sent enfermé, emprisonné, mal, et il veut pas terminer sa vie comme ça. Il sait qu'il va mourir dans très peu de temps, mais il veut pas terminer sa vie en étant sous traitement, en étant à l'hôpital, en prenant des médicaments, ce genre de choses. Donc un jour, il décide de partir et il poste une annonce sur un site, et je vous lis un peu ce qui est sur la 4e, donc petiteannonce.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Et quelques jours plus tard, une fille répond à son annonce. Ils vont se rencontrer pour pouvoir partir. Et donc en fait, tout ce bouquin-là, il est sur ce périple que ces deux personnes vont partager ensemble. Et on va voir forcément l'évolution de la maladie d'Émile à travers le parcours d'Émile et Joanne sur les routes. Ils vont aller vers les Pyrénées par là-bas. Et on va se rendre compte que la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment une maladie très difficile. Quand tu perds la mémoire, tu as des autres effets qui sont dévastateurs, comme une mauvaise humeur, comme une agressivité, ce genre de choses, et j'en passe. Et on va voir que ça va pas être tout rose. Et il y a des décisions qui vont devoir être prises par Émile et par Joanne pour savoir exactement comment il va terminer ses jours. Alors c'est une histoire vraiment triste. C'est pas un feel good. Oui, il y a des messages d'espoir, c'est clair, mais il faut être prêt à pleurer un petit peu dans ce bouquin-là. Si vous êtes un peu sensible, un minimum sensible, vous allez verser quelques larmes. Moi, j'en ai versé quelques-unes. Je pensais que j'allais pleurer un peu plus, mais finalement, j'ai réussi à pas trop pleurer, un peu vers la fin. Forcément, faut pas s'attendre à ce que ça se finisse bien. On le sait déjà dans la 4e de couverture qu'il va mourir à un moment donné. Et ce que je peux ressortir de ce bouquin. Alors, la plume de l'autrice, y a pas de souci, j'aime bien, j'accroche assez. Bon, il fait 800 pages. Vous avez déjà vu sur ma chaîne que ça fait vraiment pas peur de lire des bouquins de plus de 1000 pages avec les Ken Follett par exemple. Ils font plus de 1000 pages et j'ai aimé ça, j'ai bien aimé. En revanche, celui-là, l'histoire était vraiment belle, c'est super bien construit. Mais moi, je l'ai lu en lecture commune sur... une semaine, j'ai pas réussi à le lire en une semaine avec tous mes autres impératifs à côté, je l'ai lu peut-être en 2 semaines. Et pour moi, il y a des passages qui étaient un peu longs. Alors peut-être que c'est justement parce qu'on veut voir l'évolution de cette maladie qui prend quand même un peu de temps. L'histoire de jour en jour un peu, donc on voit... je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu long. Je pense que ça aurait... Si ça avait été raccourci, en tout cas pour moi, j'aurais peut-être préféré. Mais je pense que c'est peut-être aussi... vis-à-vis des sujets qui sont abordés dans le bouquin, peut-être que c'est fait exprès, qu'ils font une certaine longueur pour mieux comprendre, pour mieux voir la maladie qui s'immisce dans le personnage. J'imagine, je sais pas ce que l'autrice avait en tête, comment elle a fait, la manière dont elle a fait pour l'écrire et qu'il soit si long. Je regrette pas de l'avoir lu, c'était une très très belle histoire. C'est pas un coup de cœur, mais j'en ai appris beaucoup et je me suis quand même attachée au personnage. La fille de l'illusionniste, donc qui a été écrit par Amita Parikh et publié aux éditions Faubourg Marigny. Franchement, je suis contente d'avoir acheté ce bouquin. Je l'avais acheté dès sa sortie parce que déjà la couverture, elle est vraiment magnifique. On y voit un cirque, les couleurs sont un peu mystérieuses, un peu sombres et mystérieuses. La fille de l'illusionniste. Et quand j'ai su de quoi ça parlait, je me suis dit, purée, ça c'est un bouquin qui pourrait me plaire. Je vais vous lire la 4e. Donc déjà, ça se passe en 1938. Lena Papadopoulos, 9 ans, n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque Le Monde des Merveilles, même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche Théo.
Brillante et curieuse, Lena aspire à la magie du monde réel de la science et de la médecine, malgré les limites de son fauteuil roulant. Sa vie non conventionnelle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle sauve Alexandre, un orphelin juif avec ses propres secrets et un passé mystérieux. Mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque, la noirceur du nazisme est en train d'étreindre l'Europe. La guerre va bousculer le monde de Lena et lui prendre tout ce qu'elle chérit le plus. Forcée de faire son propre chemin, Lena doit affronter ses doutes et oser croire en l'impossible elle-même. Donc c'est un premier roman qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, au sein d'un cirque itinérant, et ça traite du passage à l'âge adulte d'une fillette qui est dans les heures les plus sombres de notre histoire. Donc Lena, c'est ça. Alors, le livre, il fait presque 500 pages. L'écriture, elle est magnifique. Les chapitres ne sont pas très longs de ce que je me rappelle. La plume de l'auteur est top. Il n'y a rien à dire, c'est très bien écrit. C'est pas compliqué, on va droit à l'essentiel. Il y a du mystère, il y a de l'aventure, des secrets, et pas mal de secrets aussi, et on s'attache vraiment au personnage. L'histoire, ça se passe dans un cirque. J'avais lu dernièrement La vie qu'on m'a choisie, qui se passe aussi dans un cirque, et qui est une histoire terrible, mais vraiment très bien écrite, et qui m'a vraiment plu, c'est un peu un coup de cœur. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Et celui-ci, c'est un peu dans la même trempe, mais c'est différent encore. Bon, là, on est à la période de la guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale, et forcément, il y a les problèmes avec les juifs. Quand ils vont circuler avec le cirque, il faudra toujours montrer les papiers d'identité, ce genre de choses. Et en fait, des petites choses qui peuvent gêner par rapport justement à cet Alexandre qui est juif. Donc je vais essayer de le protéger. Il va être épaulé par le père de Lena. Lena, elle est handicapée, elle est dans un fauteuil roulant, donc c'est compliqué pour elle de vivre normalement comme les autres enfants. Elle est mise un peu de côté par les autres. Et elle aspire à plus pour sa vie. Il va ne pas être juste derrière son père et l'attendre et étudier. En plus, elle est une préceptrice, donc elle voit pas vraiment d'autres enfants. Et elle, ses aspirations, c'est justement de pouvoir aller à l'extérieur, parce que son père ne sort vraiment pas beaucoup avec elle vu sa maladie. Eh bien, il a toujours peur qu'elle attrape d'autres maladies et que son état empire. Bon, par la suite, on va voir qu'il va comprendre qu'il a le droit de la sortir, donc elle va pouvoir faire des petites sorties avec lui. Elle en a un peu marre, c'est normal, elle veut grandir, et puis il y a des petites affaires de cœur aussi qui vont passer par là. Il va se passer des choses vraiment dures, il y aura des bonnes choses aussi, des choses auxquelles on s'attend pas forcément. Et franchement, il y a beaucoup de rebondissements de situations. La vie de Lena ne va vraiment pas être facile. Être handicapé aussi au temps de la guerre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Vous savez qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont été dans les camps de concentration et qui ont été brûlés, tout simplement parce qu'ils étaient handicapés. J'en dis pas plus pour Lena, mais il y a des choses tristes dans l'histoire et vous allez voir, c'est passionnant. C'est vraiment une histoire passionnante si vous aimez la fiction historique. L'histoire qui se passe un peu au temps de la Seconde Guerre mondiale. Les relations de famille, parce qu'il y en a, Lena avec son papa, des relations les uns entre les autres, amicales, amoureuses, ce genre de choses, vous allez en avoir. La condition des gens à cette époque-là aussi, c'est super prenant, il y a plein de choses à apprendre, c'est très informatif aussi. Je sais qu'à la fin du bouquin, si je me trompe pas, on parle, il y a des endroits qui sont dans le bouquin et qui sont vrais. Bon, ça a été un peu fictionné, je veux dire romancé, mais on apprend encore des choses sur cette période-là, sur certains endroits. Donc ça, j'aime aussi quand dans les lectures, on peut apprendre des choses sur des faits réels. Et ça, c'est top. Donc, je vous l'encourage si vous ne l'avez pas lu. C'est un premier roman apparemment pour cette autrice-là. Un premier roman, c'est ça. Et franchement, c'est super bien écrit, on est pris, et je l'ai lu rapidement, plus rapidement que ce que j'avais prévu, tellement j'étais prise dans l'histoire. Bon, je crois bien que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2024 avec La vie qu'on m'a choisie. Sur le même thème un peu, mais à des périodes différentes. Alors, toujours dans les contemporains historiques, essais et feel good, j'ai lu Le crématorium froid. Alors ici, on est un peu dans du témoignage. Donc ça a été écrit par Joseph Debreceni aux éditions Stock, et c'est un SP NetGalley pour moi. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur la rentrée littéraire parce que c'est un livre qui est mis en avant pour la rentrée littéraire. Le crématorium froid. Alors pareil, c'est pas une histoire joyeuse, on est aussi au temps de la Seconde Guerre mondiale. Et là, en fait, on va vraiment entrer à l'intérieur des camps de concentration et voir comment les gens vivent à l'intérieur, et c'est jour après jour, ce qui se passe. On voit qu'il y a des hiérarchies, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup appris là-dedans, c'est que parfois, en fait, les hiérarchies qu'il y avait dans les camps, c'était pas forcément tous les soldats nazis qui étaient chefs de tout, mais ils mettaient des prisonniers en chef, de sous-chef, et en fait, ça a créé
cette violence qu'il pouvait y avoir encore là-dedans, parce que ils vivaient vraiment des choses atroces, ils étaient méchants les uns avec les autres, on devait se battre pour sa survie en fait, et il y avait limite, il n'y avait pas trop de compassion. Bien sûr, il y en avait quand même entre certains et certaines, mais parfois c'était très violent. Pour avoir son petit bout de pain, il fallait se battre, il fallait faire des choses vraiment abominables, et j'en ai encore appris beaucoup là-dessus. Je vais pas en dire trop parce que vous pourrez voir, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais comme je disais, il y avait des petits points qui m'ont un peu déçue dans le sens où il y a beaucoup d'expressions allemandes et pourtant j'ai fait de l'allemand, et fallait toujours aller à la fin du bouquin pour voir la traduction, et comme je l'ai lu en numérique, c'est compliqué, mais j'en ai appris pas mal, et justement c'est ça aussi que j'aime dans les bouquins. Allez, là on est un peu plus dans le feel good, c'est Ciao Bella de Serena Giuliano, et que j'ai écouté par contre en version audio, donc sur BookBeat. C'est le premier bouquin que je lis de cette autrice, et franchement je pense que ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Ce bouquin-là était vraiment bien parce que, alors j'ai pas appris le résumé avec moi donc je me rappelle plus le nom des personnages, vous savez maintenant que j'oublie vite le nom des personnages, est-ce que c'est parce que j'ai trop, je sais pas. Mais donc on est un peu dans une histoire en fait avec une femme qui a à peu près la trentaine, je pense, elle est mariée, elle doit avoir un enfant ou deux, en tout cas elle est enceinte dans le bouquin. Son mari est photographe si je me rappelle bien, donc il fait des voyages. Elle entretient une relation avec sa psy, et donc c'est beaucoup ça en fait qu'on va avoir dans le bouquin, c'est les échanges entre les deux, entre elle et la psy. Et en fait, on va voir un peu l'évolution de son personnage dans l'histoire. On va voir que c'est une femme qui est très anxieuse, qui a des problèmes par rapport à ça, et qui va avoir des crises d'angoisse parfois où elle ne saura plus rien faire, elle devra se recroqueviller. Bref, il y a pas mal de symptômes en fait physiques qui apparaissent quand elle fait ces crises d'angoisse, et c'est comme si c'était la fin du monde pour elle, et elle doit vivre avec ça. Donc dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, et c'est vraiment difficile. Il faut savoir aussi que sa vie familiale n'est pas forcément la plus simple au monde. Ses parents se sont séparés quand elle était petite, je pense. Elle habitait en Italie, elle a dû déménager en France. Et sa relation avec son père était très compliquée parce que son père n'était pas forcément le meilleur des maris, on va dire. Et donc il y aura aussi l'histoire de sa relation avec ses parents qu'on verra un peu évoluer dans ce roman. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, c'est un peu d'humour, tout ça. J'aime sa façon d'écrire les histoires, de raconter son histoire sur cette femme. Et j'ai pris vraiment un plaisir à le lire, à l'écouter en tout cas. Celle qui l'a raconté le raconte super bien, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cette autrice. Voilà. Je sais pas si vous avez lu d'autres livres de cette autrice, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et m'encourager peut-être à lire un de ces titres que vous avez lu et que moi je n'ai pas lu vu que j'ai lu que celui-ci pour l'instant. Mais en tout cas, c'est sûr que j'irai lire d'autres bouquins parce que c'est un genre de livre que j'aime aussi lire et qui fait du bien, qui donne de l'espoir, donc qui fait sourire aussi, et qui pose des problématiques qu'on peut vivre nous dans nos propres vies. Je sais que je suis une stressée aussi de la vie, et forcément je me suis vue un peu dans son personnage, donc ça m'a parlé. C'est surtout en jeunesse où j'ai lu pas mal de bouquins, donc je vais vous parler de quelques bouquins. Alors le premier c'est Les Contes de la Grande Anse 1, donc il y a un tome, pour l'instant il y en aura plusieurs, qui est écrit par Svan Persson, et c'est un auto-édité, donc là je l'ai lu dans le cadre de Jury Librinova. Donc les contes de la Grande Anse, c'est un peu des contes d'une certaine île, je saurais plus vous dire laquelle, donc plus pour les enfants, mais les adultes peuvent lire aussi, les contes c'est bien pour les adultes, il y a souvent des morales que les enfants ne comprennent pas et que nous adultes on peut lire, parce que avec une deuxième lecture, eh bien c'est ce que nous on comprend. Et c'est sympa parce que ça parle un peu de petites histoires, je pense, de cette île dont l'autrice nous parle. C'est des histoires que moi je ne connaissais pas, des contes que je ne connaissais pas, donc qui sont pas forcément connus, en tout cas de nous. Après, j'ai lu Louve et moi de Julien Massignan, donc pareil, toujours un auto-édité, et pour le Jury Librinova. Louve et moi, c'était une histoire un peu entre un enfant et donc un animal, et c'était assez sympa, c'était un peu mimi, on va dire mignon, c'était une lecture simple où on apprend un peu la relation entre un animal et un enfant, et puis je trouve ça doux quoi, c'est une belle histoire. Après j'ai lu Anoki, donc par Lana Milena, et pareil toujours un auto-édité pour le Jury Librinova. Et pareil, c'était assez sympa. Donc Anoki, je pense que c'est un ours, si je me trompe pas. Et en fait, il veut aller dans un endroit où il n'a pas droit. Et on va voir en fait que il va se mettre en danger. Mais il n'est pas seul, il a des gens derrière lui qui vont partir à sa rescousse. Et
ça va bien se passer, mais on va voir un peu ce petit périple que lui et son ami vont faire ensemble. Donc c'est sympa aussi, c'est bien écrit, c'est tout doux, c'est mignon. La magie de l'automne, écrit par Alexandre Gaillard, pareil, un auto-édité pour Librinova, pour le jury Librinova. Et c'est une histoire enfantine qui est vraiment sympa, ça se passe au niveau de l'automne, c'est avec des amis, ça parle de l'amitié, et donc avec des enfants qui vont trouver un petit trésor, et puis ça va faire une petite histoire sympathique. C'est bien écrit aussi. Bon, désolé, je passe vite, hein, c'est des livres enfants, donc ça passe très très vite. En général, c'est bien écrit, il y a des belles illustrations. Les thèmes sont sympas, on y parle toujours un peu d'amitié ou d'amitié aussi entre un animal et un enfant. C'est un peu tout ça ce que j'ai lu. Donc bon, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'était des belles petites découvertes. Après, j'ai lu 2 autres livres un peu jeunesse, mais plus pour les ados, même les jeunes adultes. Pauline, de Gwenaëlle Barusso, donc qui a été publié chez Fleurus. C'était en e-book parce que c'était un SP NetGalley pour moi. Et j'ai énormément aimé cette histoire. Alors j'avais pris déjà parce que la couverture était magnifique. Et ça se passe un peu à Paris dans les années 1900. Et franchement, c'est une belle histoire. Je la recommande si vous aimez lire un peu, toujours un peu des fictions historiques. Ça parle un peu de la condition de la femme à cette époque-là, donc au début du XXe siècle. Et en fait, Pauline, sa mère est morte, son père est un marin, je pense, et il est toujours en déplacement, donc il peut pas s'occuper d'elle et de ses sœurs. Donc elles sont 3, elle c'est l'aînée, et elles vont partir à Paris dans de la famille. Et en fait, il faut savoir que y a pas vraiment de gens qui peuvent les accueillir. Donc Pauline va devoir trouver un travail, sa cadette aussi, et la dernière qui est un peu trop jeune, qui a environ 10 ans ou un peu moins, je ne me rappelle plus, doit aller à l'école en fait. Et donc elle doit trouver un endroit pour sa petite sœur pour aller à l'école, mais il faut payer. Donc forcément pour payer, il faut avoir de l'argent. Pauline va réussir à trouver un travail dans un magasin prestigieux de Paris et on va en apprendre tellement. Et c'est marrant parce que on va apprendre un peu comment fonctionne le magasin, comment il a fait pour avoir une ampleur, pour bien réussir. Et on y voit plein de petites choses qu'on vit déjà aujourd'hui, mais qui ne sont pas faites de la même manière. Donc, un petit exemple qui m'a fait rire, c'est les livraisons à domicile. À l'époque, donc avec ce magasin-là, ils faisaient les livraisons à domicile à cheval. Donc, ils avaient des employés qui allaient porter les colis chez les gens. À cheval, c'était leur métier. Il y a plein d'autres choses comme ça qu'on voit aujourd'hui, mais qui sont vécues différemment à cette époque-là. Alors, je pense qu'il y a des faits réels, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas forcément vraies, mais il y a un peu un petit mélange. Et cette Pauline, elle est tellement attachante. J'ai vraiment bien aimé, et franchement, même si c'est une lecture plutôt pour les ados, pour un adulte, moi j'ai aimé ça. Il y a de la romance, il y a de tout. Il y a cet esprit de famille entre elle et ses sœurs qui veut les aider, et c'est vraiment, vraiment bien fait. Je le recommande vraiment chaudement. Dernier bouquin un peu dans la jeunesse, c'est Interlude. Et là, c'était une BD qui a été écrite par Célia Ducrot et Céline Peters et publiée chez les éditions d'Argo. Donc, je l'ai lu pareil en e-book sur NetGalley, donc en SP. J'ai énormément aimé cette BD. Alors, pourquoi j'ai lu cette BD? Tout simplement parce que sur la couverture, il y a un piano à l'extérieur, sous la neige, et des soldats. Je me suis dit, tiens, ça a l'air très intriguant. Interlude, c'est un mot un peu musical aussi. Et en fait, je me suis prise au jeu. Quand j'ai lu la 4e couverture, j'ai dit, ça, c'est un truc qui pourrait vraiment me plaire. J'aime bien les BD, j'en lis une fois de temps en temps. Non, pourquoi pas? Il y avait vraiment tous les ingrédients pour que je puisse aimer cette lecture. Je vous le dis direct, j'ai bien aimé. Les illustrations sont magnifiques, sont jolies. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais d'une perspective un peu différente de ce qu'on a pu lire, en tout cas de ce que moi j'ai pu lire avant. Là, on est plutôt du côté des GI américains qui ont été envoyés en France pour aider pour la libération du pays. Donc c'est plutôt vers la fin de la guerre, je pense. Et en fait, on va se centrer sur des petits éléments qui se sont passés, mais pas sur les combats. Donc ça, c'est super sympa. Donc c'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'Amérique, en fait, elle avait envoyé des colis pour les soldats, pour les aider à être mieux, à garder cette motivation de pouvoir aider à libérer le pays, avoir un moral d'acier, une santé, tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, parce que la guerre, c'est vraiment difficile, c'est douloureux, c'est traumatisant, il peut se passer des choses vraiment horribles. Et ils ont envoyé des pianos. Donc des pianos vraiment, les pianos de guerre qu'on fait exceptionnellement et spécifiquement pour ça. Et donc, cette histoire, c'est ça. Un jour, un piano qui arrive. Et donc, ça permet aux GI de pouvoir prendre un peu d'air, pouvoir souffler, décompresser. Et puis, ils leur ont mis des partitions aussi. Donc, on nous parle aussi des partitions qui ont été jouées. Donc, il y a une sorte de playlist, en fait, aussi, on peut écouter si on veut lire la BD en même temps. Donc, c'est super bien fait. Et on voit un peu ce côté, justement, sur la psychologie du personnage, des personnages, des Américains, des soldats, à cette période-là, où c'était vraiment difficile.
et avec ses pianos, et c'est super super. Donc je vous recommande vraiment, si vous aimez un peu ce genre d'histoire, si vous voulez apprendre des petits faits historiques sur cette période-là qu'on ne connaissait pas forcément, en tout cas moi je ne savais pas. Et à la fin de la BD, on a un petit dossier justement qui en parle de ce fait-là, des pianos, comment ça se passe, tout ça. C'est super bien instructif, informatif, documenté, enfin, c'est top. Donc allez le lire si ça vous tente, c'est une BD, ça se lit vite, c'est génial. Et je vais terminer avec la romance, puisque j'ai lu quelques romances pour cette période-là. J'ai lu The Perfect Match, un brochet que j'avais acheté il y a un an quand c'était un peu vraiment hypé, ça me donnait envie. La couverture elle m'avait vraiment donné envie avec ce cœur, c'est brisé là en vert. La quatrième elle me bottait pas trop mal, donc je vous la lis. Alors, on est au 22e siècle. Ne cherchez plus l'amour. À votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure. Celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Donc c'est écrit par Lina Mars aux éditions HarperCollins. J'ai eu peur, je me suis dit, oh là, je m'embarque dans un triangle amoureux. Vous savez, en tout cas j'ai déjà dit que je suis pas fan du tout des triangles amoureux, donc j'ai eu un peu peur en lisant ce bouquin-là. C'est un peu de la science-fiction, donc ça m'intriguait, et en même temps j'avais un petit peu peur par rapport à ces deux points. La science-fiction, j'en lis très peu, peut-être même pas, et les triangles amoureux, j'aime pas ça du tout. Bon, franchement, ça a été la plume de l'autrice, c'est bien, les chapitres sont courts, on est dans la peau des personnages, je veux dire, c'est chaque chapitre, on est dans les pensées d'un des personnages, donc les points de vue des personnages, donc première personne du singulier pour l'écriture. C'est sympa, la romance n'est pas trop forte, il n'y a pas de scène trop pimentée, on va dire, ça ne va pas choquer. Non, il n'y en a pas tant que ça en plus. L'histoire est vraiment, justement, moi ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ça se passe au 22e siècle, que tout soit coordonné par la science, que c'est un algorithme qui va faire qu'il faut aller vers l'un ou l'autre. Et on n'a pas le droit d'aller avec quelqu'un qui n'a pas un bon taux, un bon pourcentage. Donc elle était avec Ashton, le petit frère d'Isaac, et le pourcentage n'était pas bon. Donc ils étaient forcés un peu de se séparer, et elle était obligée d'aller avec son frère parce que 98,8%, il n'y a pas mieux que ça. Et je me demandais comment ça allait tourner cette histoire, qu'est-ce qui allait se passer. Et en fait on voit qu'il y a un peu de rébellion dans cette histoire. Il y a des gens qui ne sont pas du tout friands de ça, qui veulent pas suivre un algorithme, qui veulent pas suivre la science, qui veulent suivre le véritable amour en fait. Et on a l'impression que la science, elle fait pas attention à ça. Donc ça va être un petit peu cette histoire qu'on va voir dedans, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, le fait qu'on soit contre, attention, on n'a pas le droit, on peut se faire... si on dit qu'on est contre et qu'on veut se rebeller, on peut aller en prison, ce genre de choses. Donc... voilà, c'est une histoire qui est vraiment très, très interpellante, très intrigante. On y parle aussi de faits actuels, sur un peu des minorités qui sont pas mises en avant, ce genre de choses. Donc, c'est bien écrit, ça parle un peu de faits actuels. C'est pas ce qu'on vit dans notre vie, mais il y a des choses un peu, dans lesquelles on peut se retrouver. Et comme j'ai assez aimé et que la fin... concrètement, elle nous pousse vraiment à aller lire le deuxième tome, ça se finit pas de manière à se dire c'est bon, je vais pas voir la suite. Non, il faut y aller. Donc, comme j'avais l'abonnement chez BookBeat, je me suis dit tiens, allez, je vais prendre le deuxième tome en audio, pourquoi pas. Et donc dans la foulée, j'ai écouté le livre audio du tome 2, et je vais pas spoiler parce que je vais peut-être raconter je risquerais de dire des choses du premier bouquin qu'il faut pas dire. Ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'on est dans une suite cohérente. J'ai bien aimé, moi je m'étais attachée au personnage, donc c'était bien, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver par rapport à la fin du premier tome, et je regrette pas. Donc c'est sympa si vous voulez lire un peu de science-fiction, c'est pas trop science-fiction, je veux dire, il y a beaucoup de réel, c'est juste que c'est des trucs qui se passent plus tard, là, le monde n'est plus comme il était, il a été dévasté, il y a eu des guerres, ce genre de choses, et en fait ils ne peuvent plus vivre comme avant, comme nous, là on vit actuellement, il n'y a plus tous les continents où tout se passe bien. Ils sont un peu dans des communautés par-ci par-là dans chaque continent, et ils sont un peu privés de choses que nous on a de manière librement aujourd'hui. Donc c'est bien. J'ai pas été trop déstabilisée en fait dans ma lecture, donc ça c'est cool. Eh bien,
je pense que j'ai parlé de tous les bouquins que j'ai lus au mois d'août et j'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, j'ai tout bien noté. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez lu l'un de ces bouquins? Est-ce que l'un de ces bouquins vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'en lire un? Est-ce que votre bilan à vous du mois d'août a été concluant, productif? Est-ce que vous avez un coup de cœur, quelque chose qui passe au-dessus des autres? Est-ce qu'il y a des déceptions aussi? Moi, j'ai pas eu trop de déceptions. Ça a été en général de très bonnes lectures. J'ai bien lu. Franchement, je sais pas comment j'ai fait parce que le mois d'août était quand même assez chargé. Mais j'ai réussi à tenir à peu près toutes mes promesses, donc c'est super. Je vais vous retrouver dans un prochain update lecture, donc dans un mois. La semaine prochaine, ce sera une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, donc je ne peux pas vous le dire maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à commenter. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera grandir la chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et à la semaine prochaine, c'était les mots d'or. À très bientôt!